Aujourd'hui, on va regarder une autre vieillerie, la cartouche 8 pistes. Oh mon Dieu, mauvais souvenir. Bidouilleur, salut. Eh bien oui, ça faisait plus d'un an que j'avais ce récepteur MA/MF amplificateur et lecteur de cartouche 8 pistes en réserve, mais je n'avais pas de cartouche, donc je ne pouvais pas vraiment parler du récepteur. Eh bien, le week-end dernier, j'ai mis la main sur une boîte pleine de ces vieilles cartouches et donc, je vais vous parler de ce format aujourd'hui et je vais pouvoir même, espérons-le, en faire jouer. C'est une cartouche qui contenait 4 voix, donc 4 pistes stéréo, d'où l'appellation cartouche 8 pistes, en anglais 8-track cartridge, c'est comme ça qu'on appelait ça. C'est un format qui est sorti au milieu des années 60, vers 1965, qui est devenu assez populaire rapidement en Amérique, en Angleterre aussi au début des années 70, et aussi en Australie et en Nouvelle-Zélande. Mais elle n'a pas percé vraiment ailleurs. Alors, plusieurs d'entre vous n'ont jamais entendu parler de ce format. Ça vaut la peine qu'on regarde ça de près. C'est une cartouche qui tourne sans fin et on va voir l'intérieur tantôt. Et donc, il n'y a pas de mécanisme de reculon. On ne fait qu'avancer la cassette ou l'écouter tout simplement. C'est stéréo. La qualité sonore est moyenne, je dirais. C'était typique de la qualité des cassettes préenregistrées, les fameuses cassettes compactes comme celle-ci. Préenregistré des années 70. Là. La cartouche 8 pistes a été très populaire, mais au tournant des années 80, a rapidement disparu. Les lecteurs se sont faits de plus en plus rares et le format a disparu. Et c'est la cassette compacte qui a gagné. Dans le courant des années 70, on voyait vraiment que la cassette allait remporter le combat. Mais c'était futile de toute façon comme combat parce que le CD est sorti vers 1983-84 et a rapidement pris le dessus à la fin des années 80, début 90. La cassette était encore disponible, mais sa mort était déjà annoncée. Donc, je reviens à la cartouche 8 pistes. On va regarder l'intérieur. On va en profiter pour regarder ce récepteur, amplificateur, qui est de marque Lloyds, de la série 233A. Le modèle, je l'ai écrit, DD 8570 0019. Donc, alors pourquoi j'ai grimacé un peu au début, c'est que vous allez voir, ça avait certaines qualités, surtout le format qu'on pouvait facilement transporter, là, mettre dans le coffre à gants et ainsi de suite, là, mais ça avait beaucoup de défauts aussi. Alors avant d'écouter une de ces cartouches, je dis cassette des fois, vous me pardonnerez, ça s'appelle une cartouche, on va inspecter l'intérieur pour être certain que les courroies sont encore en bonne condition avant d'insérer une cartouche. Donc, on va en profiter pour évidemment regarder l'intérieur de la machine au complet, mais on va se concentrer sur les lecteurs. Et cet appareil-là a quelque chose de particulier, c'est qu'il a un lecteur ici en haut, il a un enregistreur lecteur en bas. Il y avait possibilité donc de faire des copies de cartouches avec des cartouches vierges. C'était assez rare les enregistreurs. Les lecteurs, entre autres dans les voitures et même à la maison, c'était beaucoup plus populaire. Les gens achetaient des cartouches préenregistrées. Mais il y avait des cartouches vierges aussi. Alors allons-y, on démonte et on regarde à l'intérieur. Alors voilà, j'ai extrait le châssis, je devrais dire les châssis, puisqu'il y en a deux. Il y a la partie lecteur-enregistreur cartouche 8 pistes et il y a la partie radio et amplificateur, évidemment. J'ai cherché une date à l'intérieur et j'étais absolument incapable de trouver une date de fabrication. Il y a un sceau ici, mais il est illisible. Mais à l'œil, écoutez, il y a des petites ailes ici. Donc déjà, ça trahit, là, c'est certainement milieu des années 70, probablement, je dirais, au tournant de 1980, peut-être un peu avant, 78-79. Parce que, à regarder l'électronique, là, je peux vous dire que c'est vraiment pas récent. Je vais vous montrer un exemple. Alors ici, on a l'intérieur du récepteur radio, le dessous, si vous voulez. Et on voit bien par le type d'électronique que c'est vraiment pas récent, là. Premièrement, des plaquettes phénoliques là, qu'on appelle en bakélite. On a évidemment aucun circuit intégré à nulle part, donc tout est conçu avec des pièces séparées, transistors, résistance, condensateur et bobine. En passant ici, on a les transistors de sortie
donc probablement les drivers et les transistors finaux, donc qui sont montés, boulonnés, vissés, je devrais dire, sur le châssis. Alors ça, c'est ça, hein. Ce n'est pas un système très puissant non plus, là. Alors c'est des TO-220. Et on a évidemment l'antenne ici, EMA, qui est une tige de ferrite là, bobinée. Très classique. On a le condensateur variable ici pour la bande MA et la bande MF combinés dans le même condensateur. C'est un petit condensateur. Et évidemment, toutes sortes de transformateurs de fréquence intermédiaire ici. Alors, c'est un circuit, comme je vous mentionne, fait de pièces séparées. Donc, ça montre aussi le niveau de qualité et l'âge. Pour vous donner une idée du peu de puissance de cet amplificateur-là, regardez la grosseur du transformateur. C'est pas plus gros qu'une petite pomme. Donc, on n'a pas ici un amplificateur très puissant. Ça, c'est certain. Et sur l'autre face, bien, on avait évidemment un système de poulies et de cordes qui permettait de déplacer l'aiguille lorsqu'on voulait changer la chaîne MA ou MF. Là. Alors ça, c'est bon vieux système de cordes. Et ben l'aiguille était illuminée et donc il y avait des fils qui rejoignaient des petites ampoules ici sur le bout. Alors voilà, ça c'est l'essentiel à montrer du côté du récepteur, amplificateur. Maintenant, on va se concentrer du côté du lecteur-enregistreur 8 pistes. C'est ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui. Alors, première chose à constater, les courroies semblent en bonne condition. Les deux courroies, puisqu'il y a deux moteurs et puisqu'il y a deux platines de lecture de format 8 pistes. Alors ça semble correct. L'autre aussi, je l'ai inspecté. Elle est bien, donc il n'y a pas de problème. C'est le même genre d'électronique en passant. Hein. Il n'y a rien de particulier. Même technologie, aucun circuit intégré, aucune puce, que des transistors et des pièces passives, là, condensateurs résistance et transformateurs. Il y a bien sûr quelques solénoïdes additionnels ici. Alors la grosse question, est-ce que ça va fonctionner ça? Je le sais pas. Alors le mécanisme fonctionnait de la façon suivante. Lorsque j'insérais une cassette sur le devant, elle se présentait à l'intérieur comme ceci. Et bien sûr, ici, vous voyez la tête de lecture. C'est la chose la plus évidente. Vous avez ici le détecteur pour changer sur quelle piste vous allez lire. Évidemment, il y avait 4 niveaux de pistes, 8 pistes au total. Et comme c'est stéréophonique, bien, on avait 4 positions possibles. Et cette position de tête, bien, elle montait et redescendait grâce au mécanisme que vous voyez ici. Et je peux vous montrer rapidement comment ça fonctionne. Si le capstan s'engage dans cette petite encoche, cela faisait descendre la tête de lecture. Et là, vous ne le voyez peut-être pas de cet angle, mais la tête descend, descend, descend. Et éventuellement, elle va remonter. Comme ceci. Alors, il y avait 4 niveaux et c'était mécanique, évidemment, avec un solénoïde pour actionner ce système. Ce que vous voyez ici, c'est le capstan, c'est-à-dire c'est l'axe qui tourne, qui est branché sur le moteur avec une courroie. Et c'est ce qui transfère le mouvement à la cassette. C'est tout, hein? Le mécanisme était relativement simple au niveau du fonctionnement. Bien sûr, ici à l'arrière, il y a le moteur. Et il y a la courroie qui vient passer sous ce mécanisme pour contrôler le capstan. Alors, regardons maintenant l'intérieur d'une cartouche 8 pistes. Alors, c'est fait en 2 morceaux, facile à ouvrir habituellement. Il y a seulement 3 petites languettes à pousser pour pouvoir ouvrir le boîtier. Et ben, l'intérieur est assez intéressant puisque c'est un ruban sans fin. Évidemment, donc forcément, il faut que de l'intérieur du rouleau, on puisse extraire du ruban et l'enrouler à l'extérieur. Et c'est ce qui est fait. Le plastique est assez glissant. Le ruban est assez glissant pour que, lorsque la bande tourne, qu'il y ait extraction du ruban juste ici au centre. Le ruban passe évidemment sur un petit rouleau ici de plastique. S'appuie sur un tampon parce que la tête de lecture vient ici ou ici, là, dans une des 2 positions. Il y a un petit poteau au centre ici.
L'autre position sert à détecter la fin d'une des pistes parce qu'il y a un morceau, une petite languette métallique qui est posée à quelque part sur le ruban, à un seul endroit. Et lorsque cette languette passe ici, ça fait un contact électrique et c'est ce qui fait changer la piste sur le lecteur. L'autre position, bien sûr, c'est la tête de lecture. Alors ça, c'est comme ça que la bande passe. Il y a un rouleau ici. Le capstan, on devine, vient s'appuyer ici. Donc la vitesse est régulée par le capstan qui s'appuie ici sur le rouleau de caoutchouc. Et le ruban est bien sûr retourné sur, bien sûr, le plateau. Alors voilà, ça c'est le fonctionnement assez simple. Il n'y a pas aucune vis dedans, c'est facile à fabriquer. Tout est soit collé, soit simplement inséré, déposé, comme c'est le cas ici. Le rouleau n'est pas fixé non plus. Donc, peu cher à fabriquer, que du plastique, probablement du polystyrène même. Et très fonctionnel. L'inconvénient d'un système comme celui-ci, par contre, c'est qu'on ne peut pas reculer le ruban. Vous l'aurez deviné. Donc, on peut faire une lecture ou une avance rapide, mais jamais reculer. C'est la grosse faiblesse, bien sûr, de la cartouche 8 pistes. L'autre faiblesse, c'est bien sûr que la cartouche, donc la bande, va changer de piste automatiquement, peu importe où se trouve la chanson ou la musique qui joue. Donc, il faut que les producteurs aient bien centré la musique entre la languette métallique pour que la chanson ne se fasse pas couper d'une piste à l'autre. Ce qui a par contre pour mauvais effet de créer des blancs, des périodes où il n'y aura pas de musique pour que la piste change pour passer à la chanson suivante. Donc, c'est un système qui était bof. Moi, personnellement, je ne l'aimais pas. C'était la raison principale. On ne peut pas reculer. Et en plus, les chansons peuvent être coupées soit par un changement de piste, donc, ou il y avait des blancs à insérer. Donc, c'était pas l'idéal. Par contre, bien sûr, le format était pratique dans l'automobile, facile à utiliser. On insère et ça partait tout seul. Et le changement de piste se fait par cette petite bande métallique qui fait le contact sur le lecteur, comme je vous ai montré tantôt, ici. Et c'est ça qui fait changer la piste de 1, 2, 3, 4 et retour à 1. Un des problèmes de ces cassettes avec les années, c'est que le tampon de mousse sous la bande se détériore au point où il n'appuie plus. Vous avez un exemple ici où je pèse et garde la forme de la pression du petit bâton. Donc ça c'est foutu. La seule façon de récupérer cette bande-là, c'est d'ouvrir la cartouche et de remplacer le petit tampon. Ça se fait. Ça peut se faire. Donc, mais malheureusement, la plupart des cartouches ont ce problème et parfois même, ça devient très friable. On peut vraiment égrener carrément le tampon. Donc, c'est foutu. Et malheureusement, cette bande de Elton John, le disque Caribou de Elton John, je ne peux pas l'utiliser, l'écouter dans sa forme actuelle. Il faudra que je l'ouvre et que je remplace le tampon. Maintenant, il y a un système qui était plus intéressant, plus solide, que j'ai vu sur quelques cassettes. La grande majorité avait des tampons de mousse, mais c'est ici, comme vous voyez, une languette métallique avec un tampon de feutre, comme c'est le cas dans les petites cassettes compactes. Alors ça a survécu beaucoup plus à l'usure du temps. Donc ça, c'était le bon système. Ça devait coûter certainement plus cher par contre. Donc probablement que les meilleures cassettes avaient ce système, mais comme c'est le cas ici d'une cassette de Ray Charles, mais la grande majorité des cassettes, moi, que j'ai vues, avaient simplement les petits tampons. Un autre problème par contre, c'est la détérioration du rouleau. Regardez ici. La constitution de ça, c'est rendu gommé, complètement gommé. Le caoutchouc, c'est complètement dissous, ou à peu près. On touche et ça nous reste sur les doigts. Alors ça, c'est un gros problème avec certaines cassettes. Et c'est habituellement, mon impression, c'est causé par de l'ozone. L'ozone détériore les caoutchoucs et ça devient d'une consistance gommée comme ça. Et c'est un gros problème, évidemment. Mais j'en ai pas vu trop dans le lot de cassettes que j'ai ramassé. Malheureusement, cette cassette qui a peut-être une plus grande valeur, étant donné que c'est Ray Charles, un grand chanteur américain, il va falloir que je remplace le rouleau.
mais c'est pas la quantité de cassettes qui manque. Ceci dit, est-ce que je pourrais décoller la bande et la nettoyer pour m'assurer qu'elle ne colle pas sur l'enroulement suivant? Ça sera à voir. On pouvait donc se procurer des cartouches vierges qui nous permettaient de faire des enregistrements si bien sûr notre platine 8 pistes permettait d'enregistrer, ce qui n'était pas le cas dans la grande majorité des cas. Ce n'était que des lecteurs pour faire de l'écoute de cassettes préenregistrées. C'était ce qui était le plus populaire. Les gens achetaient des cassettes préenregistrées comme on achète un disque vinyle. Mais il y avait quand même sur le marché des cassettes vierges et il y en avait de différentes longueurs. Moi, je croirais que 40 minutes, là, 40 et 45 minutes, c'était pas mal le maximum, compte tenu que ça permettait d'enregistrer tout bon vinyle, disque vinyle. Mais non, j'en ai trouvé dans le lot de cassettes que j'ai trouvé des bandes de 80 minutes et même 90 minutes. Donc, c'était possible de mettre beaucoup de contenu sur ces cassettes, beaucoup plus que je ne l'aurais cru. Évidemment, plus on va dans le long, et moins le ruban est épais, donc plus mince il est. Et ça, ça a toujours des inconvénients. Le ruban peut casser plus facilement, et entre autres. Et il est possible aussi qu'il y ait du transfert de son d'un tour à l'autre, un problème qui s'est toujours vu avec les bandes magnétiques. Lorsque deux rubans sont l'un par-dessus l'autre, il est possible que la magnétisation de l'un se transfère un petit peu vers l'autre et on entend à ce moment-là une espèce de musique fantôme à l'arrière. Alors ça, c'était l'offre sur le marché pour les cassettes vierges. Pour vous donner quand même une idée de dimension, voici une cassette compacte. Et j'ai la grande chance d'avoir une cassette Scotch et d'avoir une cassette Scotch ici aussi. Donc, voici la cassette compacte là, classique que Philips a inventée dans les années 60, fin des années 60, je crois. Et voici la cassette 8 pistes. Alors, moi, je trouvais les cartouches 8 pistes très encombrantes lorsqu'on considère que le contenu pouvait être similaire, donc un album. Et regardez l'épaisseur, c'est encore plus révélateur là, de l'encombrement de la cartouche 8 pistes. Par contre, c'était pratique. On allait vite avec ça, on lançait ça dans le fond de la boîte à gants et on en prenait une autre, on l'insérait et ça se mettait à jouer dès le départ. Donc, ça a connu quand même un certain succès. Et pour compléter la comparaison, bien, on peut regarder la largeur de la bande magnétique. Bien, on voit tout de suite que celle-ci est quelque chose comme presque 2 fois la largeur d'une bande magnétique d'une cassette compacte. C'est évident qu'on avait besoin de plus d'espace puisqu'il y avait 8 pistes, donc 4 voix et stéréo. Donc au total 8 pistes, et tandis qu'ici on avait 2 voix, une dans chaque direction, stéréo aussi, donc 4 pistes. Alors communément, des fois on appelait la cassette compacte la cassette 4 pistes et celle-ci 8 pistes. Mais on voit tout de suite la différence dans le format. With a smile, I wish you were happy and away. You were a girl of many charms. Oh. Quiet child, they call you in your school report. Alors voilà, ce que vous entendez, c'est un enregistrement que j'ai fait sur cette platine avec mon microphone cravate habituel. Et bien, je le reproduis, je le fais jouer sur la même platine. Donc, ça vous donne une idée de la qualité piètre, entre guillemets. Il faut dire que c'était quand même un modèle d'entrée de gamme, ce genre de chaîne sonore. Mais je doute fort qu'il existait des systèmes à très haute fidélité qui contenaient des lecteurs de cartouches 8 pistes comme ça. C'était
une qualité très moyenne d'enregistrement de ce que moi j'ai pu constater et de ce que je connaissais. Eh bien, ça servait surtout aussi dans l'automobile. C'était vraiment son point fort. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette petite visite d'une vieille technologie des années 60 et popularisée durant les années 70, la cartouche 8 pistes, qui est morte dans l'oubli. Et je suis persuadé que vous n'en verrez pas de sitôt de ce genre de produit. Et je vous dis merci et à la prochaine!